Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Salut à toutes et à tous et merci de regarder ce nouvel opus de l'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard. On ne présente plus notre Mourad Guichard, journaliste indépendant. Il pose un regard tranchant, acéré, vif sur les grandes et les petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique. Un paysage audiovisuel et médiatique qui n'est pas innocent au regard de ce qui se passe actuellement sur la scène politique française. On n'en dira pas plus, on dira juste que le média veut avoir sa place sur la TNT pour y apporter un peu de diversité et que pour nous aider à franchir ce pas, vous avez un geste à faire, allez sur tnt.lemediatv.fr et entrez dans la bataille avec nous. N'hésitez pas à faire connaître cette chronique autour de vous, à partager le lien de la vidéo YouTube si vous la regardez sur YouTube, à faire connaître ce nouveau rendez-vous du média et la chaîne 350 de la Freebox où vous pouvez nous retrouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors comme le veut la tradition, on va commencer par les tops et les flops, mais avant ça, un préambule. Oui, qui est lié à l'actualité, en grande partie. Alors c'est notamment, je voulais avoir une pensée particulière pour les... Alors là, je mets un peu ma casquette de journaliste politique. Avoir une pensée pour les attachés parlementaires qui subissent du coup la déflagration de ce qu'a annoncé, Macron, à savoir la dissolution de l'Assemblée nationale et qui, du jour au lendemain, en fait, lundi, se sont retrouvés sans travail, ne savent pas s'ils vont retrouver du travail. Alors, je précise que ce métier, cette fonction d'attaché parlementaire est liée évidemment à la fonction de député, donc ils savent très bien quand ils vont démarrer qu'une fois le mandat terminé, c'est fini, ou alors ça peut être prolongé, mais enfin en tout cas c'est lié à ça. Là c'est très violent puisque personne ne s'y attendait et du coup je voulais avoir une pensée particulière pour eux et elles parce que c'est des gens avec qui on travaille, qui nous font des confidences, qui nourrissent vraiment en off l'actualité politique au niveau national. Je voulais également avoir une pensée pour les militants de l'ADMD, donc l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui voient, alors qu'ils avaient un espoir vraiment de voir aboutir une loi sur la mort dans la dignité, voient abandonner complètement ce texte pour l'instant, puisqu'il va devoir repasser, on ne sait pas quand, et en attendant, et les familles et les personnes malades qui sont en fin de vie vont continuer à souffrir et vont pas savoir exactement quand est-ce que ça va aboutir, et donc ça c'est l'une des conséquences aussi de la dissolution. J'ai également une pensée pour toutes les équipes d'RSF, Reporters sans frontières, qui ont perdu leur directeur Christophe Deloire, qui est mort subitement d'un cancer foudroyant. Voilà, je tenais à leur vraiment présenter, ainsi qu'aux proches et à la famille, bien évidemment, toutes nos condoléances. Et une dernière chose, c'était, sans commune mesure bien sûr, mais c'était le licenciement de Guillaume Meurice. On lui apporte également notre soutien, bien évidemment. À l'époque, au moment où le Rassemblement national est quasiment aux portes de Matignon, virer Guillaume Meurice sur des prétextes fallacieux, je trouve que c'est un message extrêmement négatif. C'est parti pour les tops. Oui, alors le premier va à Polymix, qui est un groupe, la voix off, qui est un groupe qui fait des happenings assez régulièrement, qui fait des sketchs, qui fait des chansons un peu, qui sont des chansons clairement humoristiques. Et je vais vous laisser regarder l'image très tranquillement. Il pointe l'air du temps, à savoir que TF1 aux 20h a invité à la fois Darmanin et Le Pen, et on a du mal, comme vous allez pouvoir le voir et comme vous allez pouvoir l'entendre si vous allez regarder ou écouter les interventions au cours de ce 20h de lundi, on a du mal à faire la différence entre les deux. Et ça marque vraiment l'air du temps, je pense, à savoir qu'on est dans une période très compliquée où on ne voit pas l'issue et on a du mal à imaginer Darmanin et évidemment Macron par extension être le barrage de redevenir ou devenir, s'il a été un jour, le barrage au Front National. Et donc ça fait au Rassemblement National, j'appelle toujours le Front National parce qu'il faut quand même se rappeler d'où ils viennent, et ça fait un petit peu peur. Et il résume tout ça par l'expression savoureuse Pétain Express. Pétain Express, c'est un excellent jeu de mots qui leur ressemble très fortement. Alors, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu as regardé l'équipe TV. Alors, peut-être que tu regardes ça pour d'autres raisons, mais pas pour les raisons qui te conduisent ici une fois par semaine. Non, je ne regarde pas l'équipe TV parce que je ne suis pas très sportif. Tu as le droit de le dire que tu regardes l'équipe TV. Il m'arrive quand mon fils Paul, qui est fan de football, regarde. Ça m'arrive parfois de jeter un œil distrait, mais c'est pas, j'ai aucun mépris. Alors, moi, je ne suis pas sportif, vous l'aurez vu, mais je ne suis pas en plus fan de sport, à part les évidemment... fans de sport n'ont pas l'air sportifs en général. C'est vrai, mais à part évidemment
vraiment une équipe verte de football dont vous aurez remarqué mon attachement. Mais là, vraiment, je suis assez surpris par ce qu'a posté notre confrère Fab Gordon de l'excellent site de critique ciné Allociné. 4 critiques, 4 extraits que je vais vous montrer. Ils sont assez courts, mais on a été cueillis, au moins lui et moi, par le fait que des critiques sportifs s'expriment à ce point-là sur la situation politique et cherchent à éclairer les fans de sport sur ce qui se passe et potentiellement ce qui peut se passer au moment des JO si le RN accède à Matignon. Je vous laisse écouter les 4 courts extraits. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les JO, le côté marketing, grand truc Barnum, fric, tout ça, c'est un peu un symbole. L'olympisme, c'est la réunion de tous les peuples. C'est un côté fédérateur. Ouais, il y a un côté fédérateur, il y a un côté on accueille le monde, il y a un brassage, une mixité, un mélange. Et si vous voulez, les législatives, elles peuvent déboucher sur la victoire, ça s'appelle comment ? Le renouveau, le Rassemblement national. Qui pour moi, je crois que je ne suis pas le seul, puisqu'il a été condamné par la justice, ce parti, c'est certains membres. C'est le parti de la fermeture, c'est le parti de la xénophobie, c'est le parti du microcosme replié sur lui-même, pas du tout de l'ouverture. Donc il y a un choc en fait, mais qui serait là ponctuel, parce qu'il y a des JO qui sont en France, mais qui peut durer, ça durerait plusieurs années cette affaire. Là on parle de l'immédiateté, ça arriverait de manière concomitante. Avec les Jeux Olympiques. Avec les Jeux Olympiques. La France accueille le monde et potentiellement... ce sera un homme ou une femme d'extrême droite qui sera sur toutes les images de l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est terrible, ce sera diffusé partout dans le monde. Après, pour être plus concret, je ne sais pas, mais peut-être qu'au niveau de la sécurité, ça peut avoir des incidences. Un changement de gouvernement, c'est aussi un changement, évidemment, au ministère de l'Intérieur. Il y a déjà des inquiétudes très fortes, normale, mais très forte. Ouais, le contexte déjà sur la sécurité des Jeux Olympiques à Paris était déjà extrêmement tendu. Bien sûr. Donc je trouve que l'irresponsabilité du président de la République française est incommensurable. Il y a déjà une sidération de l'ensemble de l'Europe et du monde par rapport aux résultats des élections d'hier. La presse internationale, elle est stupéfaite, elle est inquiète, elle voit la France sous un œil, avec un œil qu'elle ne connaissait pas. Les Jeux Olympiques, ça sert à quoi aussi à un pays, évidemment, à accueillir le monde, mais ça sert aussi à promouvoir son image. Et là, l'image de la France, donc... si il y avait un gouvernement d'extrême droite à sa tête au moment des Jeux Olympiques, mais ce serait une pure catastrophe. D'abord une catastrophe pour nous, mais une catastrophe pour l'image qu'on peut donner à l'extérieur. Ce ne sont pas des gens qui sont prêts à gouverner. Ce sont des gens qui n'ont aucune expérience. Et l'État, ce n'est pas rien. On l'a déjà vu d'ailleurs avec les gouvernements d'Emmanuel Macron, où parfois des gens ont été nommés alors que l'amateurisme était flagrant, et on en voit les conséquences. Ça va très vite à la tête de l'État. Quand on est incompétent, ça va très très vite. Alors ça nous change clairement de Daniel Riolo, qui, quand il a très régulièrement une analyse historique ou politique, relève à peu près du programme d'histoire de 6e, voire de CM2, et qui est complètement affligeant et qui fait quasiment du négationnisme, notamment sur les questions liées à la résistance. Donc bravo à eux. Et un de tes tops va, une fois n'est pas coutume, à Benjamin Duhamel. Je lève les yeux au ciel. Oui, tu as été touché par la grâce. Absolument. C'est pas la première fois que ça arrive dans cette rubrique des tops, mais là, Benjamin Duhamel, ben oui. Il va être opposé à Julien Audoul, donc du Rassemblement national, député qui a une connaissance de l'histoire assez imprécise, pour être très gentil avec lui, et qui va en faire appel à Léon Blum. Julien Audoul fait appel à Léon Blum, et vous allez voir comment Benjamin Duhamel, de manière exceptionnelle, va lui répondre et va l'envoyer dans les cordes. Je vous laisse écouter. C'est pathétique. C'est pathétique de voir tous ces résidus de politique de gauche se rassembler autour de la seule obsession de garder leur petite place au prix de toutes les trahisons. Et moi, j'ai une petite pensée quand même pour le grand Léon Blum, qui doit se retourner dans sa tombe, de voir que ces gens-là... Je suis pas sûr, Julien Audoul, si je puis me permettre, que le grand Léon Blum que vous citez là serait heureux d'être cité par un député je pense que oui. Et je me permets, Julien Audoul, juste... Non, Benjamin, attendez. Vous allez vous expliquer pourquoi il ne serait pas fier d'être cité par quelqu'un du Rassemblement national. Pourquoi Léon Blum, Premier ministre du Front Populaire, Parti Socialiste, repris par
un parti qui a été en partie fondé par des membres de la SS. Je ne suis pas certain que c'est exactement la revendication qui précise. Vous êtes en plein délire. Non, mais juste Julien Audoul. Non, je ne vous laisserai pas dire ça. Non, je ne vous laisserai pas dire ça. Sur quoi alors? Je ne vous laisserai pas dire d'une part insulter mes électeurs. J'insulte pas vos électeurs, je rappelle l'histoire d'un parti. Oui, mais non, mais je me revendique de certaines politiques effectivement qui ont été mises en place par le Front populaire, notamment la priorité nationale. C'est votre droit. Notamment la priorité nationale. Notamment. Mais n'essayez pas de faire des parallèles qui sont scandaleux. C'est vous qui faites la parallèle, vous citez Léon Blum à l'instant. Je vais terminer ma phrase. Je veux dire que ces gens-là. Ah oui, alors là, franchement. Quant aux combinaisons que vous reprochez au PS, je voudrais juste vous faire observer un petit détail, c'est que vous en faites aussi avec Marion Le Pen, quand même, des combinaisons. Je dis que Léon Blum, si vous voyez. Monsieur Jeudi, c'est vrai. C'est vous qui lancez. Partez en one man show, c'est très bien. Mais non, mais c'est vous qui lancez. Vous parlez. Je dis, je vais aller au bout. Je vais aller si je peux juste aller. Alors d'ailleurs, Blum est devenu un élément, donc le leader du Front populaire est devenu donc le Front populaire de 1936 est devenu un élément de langage, et on va le voir à l'antenne. On va voir deux images. D'abord celle de Rachel Kahn, c'est posté par Madame Kurz, que je remercie pour avoir décelé cette pépite, qui va elle aussi s'appuyer sur Blum en disant que, en gros, le thème, c'est de dire vous n'êtes pas digne de Blum si vous vous alliez avec la France insoumise qui est antisémite. Et donc Léon Blum, qui avait été attaqué en son temps évidemment sur sa religion présumée de manière excessivement violente, notamment par la presse et les politiques d'extrême droite. Et vous allez voir également un tweet de Meyer Habib qui lui aussi va aller chercher Léon Blum pour justifier du fait que LFI serait de manière inconditionnelle complètement antisémite. Mais il n'y a pas que ces deux personnages sulfureux. Il y a également une historienne qui s'appelle Perrine Simon-Nahum et qui est passée dans C'est ce soir, sans contradiction, c'est ce qui m'a un peu surpris, et qui, elle aussi, a fait l'apologie du fait que LFI était antisémite et qu'il ne fallait pas s'allier avec eux, et en a fait également appel à Léon Blum. Je vous laisse écouter. Quand j'entends un petit peu ce qui se dit ici et quand je vois par exemple ce que vous avez annoncé sur l'accord l'accord de la gauche et le Front populaire, moi je suis assez révoltée parce que qu'est-ce que c'était le Front populaire? Le Front populaire, et Arthur me démentira pas, c'était quand même le gouvernement Léon Blum, ou Marc, ou vous tous, c'était le gouvernement Léon Blum. LFI et Jean-Luc Mélenchon qui ont basé leur campagne uniquement sur le fait de l'antisémitisme, de la haine et de la détestation de l'autre, vont faire un Front populaire. Si vous voulez, si je vois tous les partis de gauche qui recommencent à faire comme si de rien n'était, à utiliser, à revenir comme si depuis 20 ans on n'avait pas essayé d'instiller chez les uns et les autres la haine de l'autre, alors évidemment on va aller droit vers le Rassemblement national. Et parmi les derniers, nous avons également Bernard Cazeneuve qui a bien aidé à faire la promotion du Front national et des idées du Front national, qui lui aussi, très récemment, je vous laisse aller voir ça sur les réseaux. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de absolument, qui était là pour Hollande. éteindre la lumière, comme on disait, c'était le dernier, qui lui avait fait la promotion des idées du Front national et qui a participé à couler le Parti socialiste, qui a dû vendre jusqu'à son siège historique de Solferino. Et bien lui aussi est revenu là-dessus de manière un peu grossière, je trouve, avec une grosse ficelle pour essayer de retrouver un peu sa place dans la vie politique et les paysages politiques français. Et donc, dans ce marasme, finalement, on est obligé, si on est de bonne foi, de dire bravo à Benjamin Duhamel. Un autre de tes tops, c'est une téléspectatrice qui t'a mis sur la piste. Oui, elle m'a envoyé très aimablement un message en DM sur Twitter. Elle s'appelle Palestine Libre et elle a repéré au cours des très très longues émissions, les émissions durent 2, 3, 4, 5 heures parfois, les émissions de soirée électorale des Européennes en l'occurrence, donc dimanche soir, et elle a repéré quelque chose de très drôle, je trouve. C'est Nathalie Saint-Cricq, donc, qui était placée à côté de Mathilde Panot. On se demande si c'est une punition, si elle a perdu un pari ou je ne sais quoi. Et on se demande... C'est une organisation malicieuse du plateau. C'est possible aussi, mais on se demande de qui, entre Mathilde Panot et Nathalie Saint-Cricq, qui est la punition de l'autre. Qui est la punie. Oui, voilà, et qui exactement. Est la punition. Parce que vraiment, elle était très mal à l'aise, Nathalie Saint-Cricq. Ou c'est une double punition. Ça peut être une double punition. J'ose pas l'espérer. Et donc, Nathalie Saint-Cricq était très très mal à l'aise pendant toute la séquence et elle a cherché. Personne ne parlait de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, elle s'est jetée à l'eau et regardez, elle pensait pas être à l'antenne. Voilà ce qu'elle a fait. Le geste est magnifique.
Regardez avec Je dis attention. juste sur les rapports de force, juste pour quand même avoir un peu de mémoire, avec toute mon amitié. Mais quand même, la dernière présidentielle en 2019, il y avait donc à peu près des listes à 6% pour Monsieur Glucksmann et Madame Aubry. On était à peu près à ça. Et puis ensuite, on a eu des présidentielles. Prise le doigt dans le pot de confiture, si on peut dire. Oui, lié à son obsession sur Jean-Luc Mélenchon. Alors après, c'est de bonne guerre, hein, comme elle a eu sa fameuse affiche disant qu'elle votait et qu'il fallait donc s'inscrire sur la liste électorale et voter. Bon, c'est de bonne guerre, on va dire ça comme ça, on va être sympa ce coup-ci. Tu évoques également le million pour Gaza. Oui, c'est une très belle initiative. On en a parlé déjà sur ce plateau, mais je voulais y revenir. C'est Bagheera Jones, donc une streameuse qui a lancé l'initiative avec d'autres streamers. Ils ont bataillé pendant plusieurs heures et ils ont obtenu finalement 1 million d'euros. Et c'est nos confrères de TRT français qui ont d'ailleurs fait consacrer un sujet à notre chère consoeur Nadia. Je vous invite à aller voir ce docu qui l'a relaté. Et voilà, vous allez voir dans quel état ça met Bagheera Jones quand elle apprend que ça a atteint enfin le million d'euros. Je vous laisse regarder. Ah, ça va le faire, c'est sûr. Hein. Une doigt sur la musique. Bien sûr. 999 Ouais, le million. C'est une collecte finalement destinée à soulager les souffrances de la population gazaoui. Oui, et puis ça redonne un peu espoir en cette jeunesse qui se bat, hein, qui se mobilise un peu partout en France et dans le monde. Et voilà, et je cache pas que quand j'ai vu cette séquence, j'avais une petite poussière dans l'œil également. Et c'est parti pour les flops. On commence par ta queen. Oui, ma queen, Ruth Elkrief. Alors, la pauvre, elle a appris en direct, en fait, la création du Front Populaire. Donc, c'est la gauche qui a réussi très rapidement à trouver un accord. Je ne pensais pas qu'ils le trouveraient aussi rapidement, mais enfin, ils ont trouvé un accord dont fait partie notamment la France Insoumise, qui est la bête noire quand même de Ruth Elkrief. Et donc, elle va très mal l'encaisser et j'ai souffert pour elle. Je ne me suis passé qu'une seule fois la séquence parce que c'était vraiment, pour moi, excessivement douloureux. Je vous laisse regarder. Vous pouvez ne pas regarder non plus. Les amis, je suis obligé de vous interrompre. À la seconde même, je viens d'apprendre, Oreillette, régie, rédacteur en chef dans la régie, que ça y est, la réunion qui mettait en perspective ce projet de Front Populaire, d'union du Parti communiste, du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise vient de se terminer par un accord. Il y aura dans chaque circonscription... J'attends la dépêche de l'agence France-Presse. On va voir dans les prochaines secondes. Mais c'est ce que l'on me dit là dans la rédaction d'LCI. Il y aura dans chaque circonscription, les 577 circonscriptions de France, un candidat unique pour aller à la soupe. Ah, écoutez, c'est une information majeure quand même. Pour moi, c'est un très grand choc. Et c'est une extrêmement mauvaise surprise. Parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapage antisémite de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Donc, c'est très choquant qu'un certain nombre de gens au Parti socialiste, chez les écologistes, chez les communistes, considèrent que ça n'est pas un problème. Simplement, la dernière petite chose que Jean-Luc Mélenchon a dit, c'était que l'antisémitisme était résiduel en France. Alors qu'il s'est multiplié par 1000 à peu près. Donc, là, je finis. Donc, si vous voulez, ça fait partie quand même des problèmes majeurs qui, depuis plusieurs mois, ont gangréné la vie politique française, la vie tout court d'un grand nombre de Français. Alors ça renvoie tristement, puisqu'on parlait tout à l'heure de Léon Blum, ça renvoie tristement quand même, et de manière un peu plus sérieuse, à plutôt Hitler que le Front Populaire, et je trouve ça excessivement grave. Tu t'es également attardé sur la performance, si on peut dire, de Géraldine Vosner, rédactrice en chef au Point, qui était sur le plateau de BFM TV et voilà, qui était un peu dans le même mood que Ruth Elkrief. Absolument, dans un mood un peu général. Hein, depuis dimanche, on est là-dessus. Alors, Géraldine Vosner, d'abord, je voudrais présenter mes excuses, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Je voudrais présenter mes excuses parce qu'elle est passée depuis en compte Twitter privé. Et une journaliste qui passe en compte Twitter privé, c'est absolument magnifique, parce que a priori, un journaliste est là pour donner de l'information et pas pour se cacher. Donc, elle se planque parce qu'elle sort des horreurs de manière absolument systématique. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'elle s'est mise en
compte privé. Et là, elle nous offre une analyse sur la manière dont fonctionnent les arrangements à gauche. Alors, on se demande en quoi elle est qualifiée pour faire ça. Et vous allez voir qu'effectivement, je te rejoins tout à fait, Théo, ça rejoint ce qu'on a pu écouter tout à l'heure. Je vous laisse écouter. C'est lunaire, mais en même temps, alors on comprend la position de Marine Tondelier, qui sont tellement effondrées aux européennes que bon, ils vont essayer de se raccrocher aux branches. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que visiblement, les socialistes n'ont pas compris les raisons de leur succès. Ils ont gagné, enfin, ils ont fait ce beau score aux européennes parce que la France insoumise a agi comme repoussoir et les électeurs se sont déportés sur eux. Donc je ne comprends pas ce retour à une alliance qui leur a tant coûté, d'autant plus que sur le fond, effectivement, ils sont d'accord sur à peu près rien. La France insoumise, un peu plus tôt dans la journée, avait déjà énoncé ses conditions irrévocables et fermes avant un accord. C'était retraite à 60 ans, sortie du nucléaire, une 6e république. Enfin, c'est pas compatible avec la ligne que défend le Parti socialiste, pas non plus compatible nécessairement avec celle que défendent les Verts. D'autant plus que, ça, tout le monde l'a vraiment soulevé. La France insoumise a fait une campagne au relent antisémite assumée, alignée sur les positions de l'islam politique. Qu'en est-il de cette ligne-là qui a vraiment choqué la majorité des Français? Tout ça paraît ce soir pour un plat de lentilles balayé. À cause de toi, Mourad, Géraldine Wössner m'a bloqué à cause d'une de tes dernières chroniques. Toi aussi? Nous serions donc près d'1,5 million avoir été bloqués par Géraldine Wössner. Ah, Géraldine, reviens vers nous, s'il te plaît. On va passer au dernier flop, Pierre Perret. Oui, je cacherai pas, et je suis pour le coup très sérieux, je cacherai pas ma tristesse face à ce naufrage. Pierre Perret, qui avait chanté Lily, notamment, qui avait chanté plusieurs chansons, enfin qui avait été l'auteur de plusieurs textes antiracistes, d'ouverture, de tolérance, et voilà. Donc on a tous en tête, évidemment, qu'on connaît tous par cœur, qui a été un très grand chanteur. Je dis bien qui a été un très grand chanteur, un très grand bonhomme. Là, c'est fendu littéralement d'une abjection qui touche Rima Hassan en disant qu'elle avait plus de sang dans les veines et qu'elle transportait la haine alors qu'en fait elle défend simplement le peuple gazaoui. Et il avait fait une promesse, va-t-il la tenir ou pas? On se pose la question. Je vous laisse regarder cet extrait, ce court extrait. Il date d'il y a quelques mois et c'était, je crois, sur Sud Radio. Alors, je m'engage ici, à ce micro, aujourd'hui. Le jour où je deviens emmerdant, vous me le dites par millions. Oui. Qu'est-ce que tu nous as concocté comme plat de résistance aujourd'hui, Mourad? Oh là là, c'est un double plat, c'est entrée, plat, et on verra s'il y a un dessert. Ce sont les deux animateurs, alors je ne dis pas journalistes de manière volontariste, ce sont les deux animateurs, Marchal et Truchot, d'une séquence qui est bien connue maintenant, qui s'appelle Les Grandes Gueules. D'une émission, on va dire. Oui, d'une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules. C'est pas juste une séquence. Non, c'est vrai. Qui s'appelle Les Grandes Gueules, donc les GG. Alors, ils basculent entre RMC, BFM TV. Et ils ont une espèce de volonté que je trouve malsaine. C'est-à-dire qu'en gros, ils incarnent tout ce qu'on n'aime pas ici, tout ce qu'on dénonce toutes les semaines depuis octobre, c'est-à-dire le mélange entre l'information et le divertissement. Par exemple, ils ont un gong de ring, de boxe sur le plateau, au moins on entend le son. Dès que quelque chose est un petit peu tendu, ils vont lancer le gong un peu comme si même d'ailleurs, la politique était un sujet suffisamment léger, notamment en ce moment avec ce qui se passe au Moyen-Orient, un sujet suffisamment léger pour le comparer à un sport de combat, le comparer à quelque chose de divertissant. Et il s'exprime sur à peu près tout et n'importe quoi, au point d'en être quasiment risible. Je vais prendre le premier exemple, alors je vais être sympa. Pour démarrer, Richard Thornberg est un journaliste fictif, en fait, qui apparaît dans un film avec Bruce Willis qui s'appelle 58 minutes pour vivre. Et c'est une espèce de crapule qui est dans un avion. Il va se retrouver dans les toilettes à créer la panique parce qu'il va appeler sa rédaction. Il va passer en direct en expliquant qu'il y a des terroristes qui prennent d'assaut l'aéroport. Eh bien, écoutez, c'est assez extraordinaire, mais Marshall a fait exactement la même chose. Il a pris des risques inouïs depuis la
l'aéroport d'Orly pour tenir les gens informés, pour tenir le monde informé de ce qui s'y passait, à savoir que son avion était retardé à cause de Joe Biden. Écoutez, c'est vraiment là, c'est les lettres de noblesse du journalisme qui enfin prennent force et vie à travers ce grand journaliste. Alain, bonsoir. Je disais donc que vous étiez bloqué dans un avion, impossible de décoller parce qu'en gros, les Secret Service ne l'ont pas autorisé, c'est ça ? Écoutez, là, ce que vient de me dire un des stewards du vol, c'est que tant que Joe Biden, c'est dit comme ça, est dans les parages, aucun avion n'est autorisé à atterrir et aucun avion n'est autorisé à décoller. Donc, les autorités doivent ensuite informer la tour de contrôle et donner le go. Donc ça fait déjà 10 minutes, on nous dit qu'il y en a pour une demi-heure et on attend. Donc pas de décollage, pas d'atterrissage ici à Roissy. Alors la phrase c'est juste Joe Biden, ce que tu dis Stewart, Joe Biden est dans les parages. Je pense que le commandant de bord doit plus en savoir, mais garde peut-être les infos pour lui. Donc tout le monde est dans l'avion, patiemment assis et attend qu'on nous donne le feu vert, le top départ. Mais vous dites Joe Biden est dans les parages, ça ne veut pas dire grand-chose, mais aucun appareil ne décolle, aucun appareil n'atterrit à Orly pour le moment. Voilà. Vous vous rappelez évidemment de Larcher qui avait dit ta gueule. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui avait dit ta gueule à Jean-Luc Mélenchon en direct, sans contradiction plus que ça. Eh bien, le ferme ta gueule va être, puisqu'on n'est pas loin des JO, plus vite, plus haut, plus fort, grâce à l'un des intervenants qui d'ailleurs va être prochainement décoré de l'Ordre national du mérite, un entrepreneur dont je vous laisse découvrir ou redécouvrir, parce qu'on en a déjà parlé ici, le visage et le nom. Je vous laisse écouter. Écoute, moi j'aimerais quand même recontextualiser. Routel Krief, qui a été victime de ces propos antisémites de la part de Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle aujourd'hui qu'elle a subi des menaces et des vagues de messages de haine sur X et Twitter et que cela a conduit Gérald Darmanin à mettre sous protection policière Routel Krief. Donc, moi je le dis au premier imam de France qui est devenu Jean-Luc Mélenchon, ferme bien ta grande gueule et à jamais. Terre-toi et tais-toi. Donc toi, ça ne choque pas que Larcher Mais le ça ne me dise. choque pas et j'amplifie même ce que Gérard Larcher dit parce que ça montre à quel point ce type excède la France, fracture la société. Il y en a marre de ces extrêmes, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou même l'extrême droite. Et malheureusement, le premier parti de la haine aujourd'hui en France, c'est la LFI. Alors, en fouillant dans les archives de cette émission, il y a autre chose que je trouve extraordinaire, c'est le rapport aux dominants. Parce qu'ils sont excessivement agressifs avec, non pas les dominés, mais avec leurs ennemis directs, qui sont notamment la gauche, et en particulier la France insoumise. Mais avec les dominants, ils sont beaucoup plus sympas. Et notamment, ils vont avoir vraiment une espèce de larmichette pour saluer les super riches, les ultra riches, qui font un don extraordinaire au Resto du Cœur, qui évidemment on ne pourrait pas faire nous, puisqu'on n'a pas les moyens des super riches. Il oublie un peu l'évasion fiscale, il oublie une série de choses, mais il est reconnaissant pour ce don extraordinaire au Resto du Cœur. Je vous laisse écouter. Bernard Arnault, beaucoup d'impôts en France. avec ce chèque, a fait plus de bien bien sûr. pour les pauvres que toi, la France Insoumise et nous tous Ah mais réunis. arrête avec la Donc, France Insoumise, je tu vote cites pas la François France Ruffin. Insoumise, Tu je viens m'en de citer fous. François Ruffin. Je C'est pas cite moi qui ai François cité. Ruffin pour son Donc, il est film bien Merci député de la France Patron. Insoumise. Et j'invite tout le monde à Non, parce regarder que, Merci oui, Patron. il a quand même plus fait pour la pauvreté que la France Insoumise depuis qu'elle est au pouvoir à l'Assemblée Eh nationale, ben, depuis qu'elle a excuse-moi, ce mais groupe à François l'Assemblée. Ruffin, il a fait plus pour porter la voix des pauvres gens que Bernard Arnault. hein. Je sais pas, il a en tout cas depuis Dans qu'il est Merci là, Patron, oui. François Ruffin est dans Dans Merci l'opposition. Patron, c'est grâce au film de Ruffin Oui, que ça les a gens ont eu gain de ça a cause permis contre d'enrichir Bernard Arnault. François Ruffin essentiellement. Alors, comme tous les toutologues, ils sont aussi les rois, donc ils sont les rois de l'économie, vous l'avez entendu, mais ils sont aussi les rois de la géopolitique, et ils vont également disserter et donner leur avis complètement hors sol sur ce qui peut se passer dans le monde. Avec cet exemple-ci, vous allez tout de suite comprendre en quoi ça ne fonctionne pas, mais ils s'autorisent à le faire puisqu'ils sont maîtres chez eux. Néanmoins, ça n'excuse en rien d'aller... C'est pas une excuse, c'est pour tuer essayer de comprendre pourquoi Israël avait ciblé précisément cet endroit. Bon, et Eux, peut-être ils parlent qu'il y a d'un des complexe, ils parlent d'un complexe du Hamas à Rafah, dans lequel opéraient d'importants terroristes. On sait d'ailleurs Oui, que le mais- Hamas se sert des civils comme bouclier humain. Oui, mais ça ne justifie encore une fois en rien le massacre de civils et d'enfants au milieu de camps de déplacés. C'est pas comme ça qu'on lutte contre le terrorisme. Je comprends pas trop la stratégie de guerre menée par Israël aujourd'hui. Tuer des civils et des enfants, des femmes au milieu de camps de déplacés n'arrêtera en rien les actions du Hamas, à mon avis. Alors, ces deux comparses qui sont dragués, parce qu'il va y avoir bientôt le mercato, hein, on en revient à l'équipe TV, il va y avoir le mercato des chaînes télé qui vont s'arracher, se racheter,
Bolloré, toujours les mêmes personnes, hein, ils sont une vingtaine en tout en fait, qu'on retrouve sur toutes les chaînes de télévision, et ils sont guettés par Bolloré parce qu'ils ont vraiment une fibre proche de celle de Bolloré, voire même ils l'embrassent, et ils se cachent même pas. Lorsqu'ils invitent par exemple Marion Maréchal, donc de Reconquête, hein, vous la connaissez bien, Marion Maréchal Le Pen, on va l'appeler comme ça pour resituer la situation, ils vont carrément, en l'occurrence il s'agit de Truchot, va carrément lui faire un clin d'œil avec un petit sourire en coin après qu'elle ait parlé. Je vous laisse regarder, faites très attention, ça dure très peu de temps. C'est un Français, visiblement, qui a agressé un autre Français. Non, excusez-moi, là, en l'occurrence, c'est un Français de papier. C'est un Français de papier. C'est terminé, on ne va pas repartir, c'est terminé. Merci Marion Maréchal. Et enfin, il y a la vexation. Alors, je remercie Aymeric Caron pour sa réaction. Je me tourne vers mes confrères et mes consoeurs d'Arrêt sur Image qui ont fait plusieurs reportages, dont un récent sur ce fameux duo extraordinaire qui rappelle un peu les deux papis du Muppet Show. Et vexés, littéralement vexés, écoutez comment ils vont répondre à Aymeric Caron, le député NUPES. Vous saviez des études qui ont été faites notamment par le site Arrêt sur Image, qui avait étudié, les journaux télévisés en février, qui en avait étudié une cinquantaine. Oui. Pardon? Vous avez des références à Arrêt sur Image. Aymeric Caron, je disais... C'est quoi le site Arrêt sur Image ne vous plaît pas non plus, c'est ça? Non, enfin bon, c'est pas si de référence. Il n'a pas été pris en tout cas en flagrant délit de mensonge dans cette enquête. En tout cas, je crois que tout le monde s'en fout surtout. Je crois que tout le monde s'en fout surtout. Je crois que tout le monde s'en fout surtout. Je crois que tout le monde s'en fout surtout. Alors, pourquoi as-tu eu envie de faire ton focus sur ces deux animateurs des grandes gueules? Qu'est-ce qu'ils disent de notre temps? Ils disent qu'ils racontent la dérive. Alors, ils racontent la fameuse, j'en parlais l'autre fois, la fameuse fenêtre d'Overton, mais ils racontent surtout la dérive de l'infotainment, ce qu'on appelle l'infotainment. C'est-à-dire, c'est un peu, de manière beaucoup plus violente, beaucoup plus grasse. Ça ressemble un petit peu à Quelle époque, par exemple, ou ça ressemble un petit peu à Quotidien, mais de manière beaucoup plus populiste. Et ça raconte que la dérive, et c'est très dur parce que j'essaie d'expliquer quand j'interviens auprès d'étudiants, notamment, ou quand on m'appelle, quand on m'invite et ce que je fais toujours avec grand plaisir, quand on m'invite à venir disserter sur ces questions de critique média, il y a une difficulté à faire la différence entre l'information et le divertissement, ou entre l'information et les intox, et eux mélangent intox et information, information quand il y en a, et divertissement. Il y a zéro reportage, il y a zéro enquête, il y a rien que du blabla, avec des gens choisis par des gens qui viennent des chroniqueurs qui viennent sur le plateau en fonction de leur profil, qui se prêtent au jeu. Et ce qui me désole évidemment, alors il y a des gens de droite, voire d'extrême droite, qui jouent leur rôle, mais ce qui me navre évidemment, c'est qu'il y a des gens de gauche également qui viennent jouer le rôle du gauchiste, et je pense que ça fait mal à la vie politique, ça fait mal à la perception que devraient avoir les citoyens. On y reviendra dans une prochaine émission, mais ça perd le citoyen dans le fait de savoir s'ils ont affaire à des journalistes ou à des militants. Et moi, je pense que là, on a affaire à des animateurs totalement militants. Merci beaucoup, Mourad. Alors, on passe à ton coup de cœur. Oui, alors il va être double, ce coup de cœur. Il démarre par Eliott. Alors c'est une maison d'édition de Montreuil. On fait des circuits courts, hein, il faut être écologiste. Il a été créé par Mathieu Mulset. Donc je salue comme l'autre fois. Vraiment, je dis que à cette époque, c'est très compliqué de pouvoir se lancer dans l'édition. C'est très courageux. Et il édite des livres, donc notamment dans la collection La part des choses. Donc c'est les éditions Eliott. Notamment, c'est des livres de réflexion vraiment très fouillé. Et là, il y a faut-il en finir avec l'école? Alors, c'est une vieille question. Ça date pas d'hier. Faut-il en finir avec l'école? En gros, c'est, je reprends la carte de couve, mais pourquoi obliger les enfants à aller à l'école? Et donc, ça fait débat depuis une cinquantaine d'années. Sauf que là, celui qui a écrit cette réflexion, cet ouvrage, Guillaume Durieux, pose les choses et essaye de sortir de l'hystérie du débat, parce que dès qu'on pose cette question, évidemment, il y a les pour et les contre, et c'est jamais entre les deux, hein, c'est rarement entre les deux. Et donc, il a fait un travail extraordinaire. Donc, je vous invite vraiment à vous le procurer. Je vous rappelle que maintenant, aujourd'hui, depuis le Covid, toutes les librairies peuvent commander les livres, donc c'est très facile à obtenir. Donc c'est la collection Eliott. C'est Guillaume Durieux qui écrit « Faut-il en finir avec l'école ?» Et vous avez évidemment dans cette collection énormément d'autres titres. L'autre coup de cœur va à, une fois de plus, hein, je suis désolé, mais à France Musique qui vient de dévoiler sa grille d'été. Et France Musique va pouvoir nous faire profiter de tous ces extraordinaires festivals.
notamment, et aussi des podcasts et des émissions spéciales, notamment sur Toscanini. Voilà, il va y avoir des invités. Alors je vous laisse découvrir, il faut quand même qu'il y ait un peu de plaisir, un peu de surprise. Et on va découvrir la vie de grands auteurs, de grands musiciens et de grandes musiciennes comme la pianiste Martha Argerich. Et je vous laisse découvrir ça. C'est donc sur France Musique, à voir, mais surtout à écouter en direct ou en podcast sur le site de l'émission. Et on conclut, comme le veut la coutume, ce numéro avec les remerciements. Absolument, qui sont toujours très attendus, et je vous remercie toutes et tous. Je voulais féliciter et remercier Phil Listin, qui anime notamment des spaces très nourris et très... C'est pas la première fois, ce nom, Phil Listin? Ah si, je pense que c'est la première fois. Tu fais de la triche, tu as des c'est possible. J'ai mes chouchous quand même ça aussi commence, un petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est le professeur a toujours ses petits chouchous au premier rang avec des lunettes qui s'appelle Ludovic. Il y a également Matt Neffer avec 2 A, Jim Honnet, Franck Poupard, Fatia F.E., De Landam Carthago, Lefranc Matombé. Lefranc Matombé, car je me suis planté la semaine dernière, j'ai mal prononcé son nom, merci le correcteur orthographique qui me commence vraiment à me coûter cher. Fadoua Dina, Mourad, quel joli prénom, Mez M-E-Z, Jocelyne JB3, Fleur de Lotus, The Yes Need The No, alors The avec un Z, mais je le mettrai évidemment en lien sur Twitter, Mohamed Nassiri, qui dénonce la censure qui va être faite aux fonctionnaires sur les réseaux sociaux et qui va les obliger à restreindre leur expression. Je trouve ça absolument extraordinaire pour des fonctionnaires, a fortiori de l'éducation nationale. Madame Saba, avec un HB, Juniad Khan, Sef 008 et Did 123. Ah, on me dit en régie que je l'ai déjà aussi cité, mais... Oui, Didi 123. Did 123, mais je l'ai cité. Did ou Didi? Non, c'est Did 123. Je l'ai déjà cité effectivement, mais comme il m'a demandé expressément sur Twitter de le citer de nouveau, je le fais avec grand plaisir. Je termine avec Sarah, la stagiaire du média, qui risque fort d'avoir une rubrique mode aux médias, donc je l'encourage vraiment à le faire, ainsi que Bachir, qui est le maître du son ici depuis quelque temps, qui est également stagiaire. Enfin, l'élève en son, on va dire. L'élève en son, mais c'est le maître du son comme on est le maître du temps. Merci beaucoup Mourad, et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur le média, sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet de média, votre média, on le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui, comme vous, le regardent et l'aiment. Donc si vous pouvez, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.